On travaille depuis 2 heures. Bonjour, le quotidien Commerçante. Monsieur le Président, les protestations contre la hausse des taux de carburant en France ont dégénéré et le président français a été obligé à annoncer l'état d'urgence économique. Comment évaluez-vous la situation en France? Est-ce qu'il ne s'agirait pas de la hausse du prix de carburant en Russie, puisque on en parle beaucoup? Quel est le potentiel des protestations en Russie? Qu'est-ce qui doit prédominer dans cette situation pour l'État? C'est l'obligation de respecter les droits des manifestants ou bien maintenir l'ordre public. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ce qu'on dit, c'est la partie finale de votre question. Bien évidemment, il faut absolument que les citoyens puissent faire valoir leur droit d'expression en public, mais toutes ces manifestations, notamment si elles sont publiques, elles doivent rester dans le strict respect de la loi. Et tout ce qui dépasse le cadre de la loi est inacceptable et doit être évidemment poursuivi de la part de l'État. En ce qui concerne ce qui se passe actuellement en France, évidemment, on peut comparer avec notre pays. Ce que je veux dire, c'est que les événements français sont évidemment liés à l'augmentation des tarifs sur le carburant, mais je dirais que c'est plutôt un détonateur après lequel l'ensemble des mécontentements se sont manifestés. Ce sont généralement des Français de souche qui manifestent, et par une très grande part de la population, à peu près 70% en tant que je sache. Mais apprécier le comportement des autorités est à mon avis très mal approprié. Il y a une différence entre notre situation et la situation en Russie à propos de l'essence et des produits pétroliers. C'est-à-dire que le gouvernement français a pris consciemment le choix d'augmenter les tarifs des carburants. C'est leur politique, c'est leur choix. Ils l'ont fait dans l'optique d'assurer une répartition des ressources des citoyens pour la solution d'autres problèmes, notamment dans le domaine de la politique énergétique. C'est-à-dire que redistribuer l'argent obtenu par la vente de carburant à d'autres formes d'énergie écologique, c'est-à-dire le vent, le soleil, etc. Donc cette politique énergétique a suscité le mécontentement de la population. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Au milieu de l'année dernière, nous avons augmenté le prix de carburant en raison de l'augmentation des tarifs du pétrole dans le monde, mais le gouvernement a immédiatement des prix pour maintenir et freiner cette augmentation et pour encourager au contraire même une baisse. Et nous avons obtenu cette sorte d'accord avec les principales sociétés transformatrices d'hydrocarbures. Donc, ici, au contraire, le gouvernement, contrairement à la France, le gouvernement lutte contre cette augmentation, alors que là-bas, ça a été une décision qui a été prise. Donc aujourd'hui, vous voyez que la situation est différente. Alors, qu'est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Mais toujours est-il que, donc, il y a un accord qui a été conclu chez nous, qui fonctionne jusqu'à mars de l'année prochaine. Et il y aura peut-être une correction au début janvier en liaison avec les modifications du taux de TVA. Ça pourrait ne pas dépasser 1% ou 1,5%. En revanche, nous suivons attentivement ce qui se parle sur le marché mondial et sur le marché russe. On pourrait en reparler encore de façon plus précise, mais dans l'ensemble, si on suit cette question, on voit que la démarche que nous avons prise fonctionne, et c'est-à-dire que le gouvernement ne permettra pas d'augmentation brusque des produits pétroliers cette année.
Un peu de calme, s'il vous plaît. Je n'entends rien, chers collègues. Oui, est-ce que l'éventualité des protestations des Russes, j'ai dit qu'il faut être dans le cadre de la loi. Après Riazagne, peut-être il y a Sergueï Brilov de la deuxième chaîne de la télévision nationale qui va poser la question. Monsieur le Président, bonjour. Pour des raisons tout à fait claires, lorsqu'on parle de la politique internationale, on parle tout de suite des conflits, sauf les relations russo-chinoises. Le 20 décembre, c'est aujourd'hui le 20 décembre, et nous sommes en train de réaliser un film sur la coopération soviéto-britannique à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire l'envoi de 36 collaborateurs des renseignements soviétiques en Europe. Voilà. Alors, ma question concerne quand même les relations russo-britanniques en ce moment. Est-ce que vous avez rencontré Theresa May depuis ou pendant le sommet des G20? Encore une question très intéressante. Comment est-ce que Brexit peut influencer les relations russo-britanniques? En ce qui concerne les rencontres dans de grandes manifestations telles que G20, c'est un peu compliqué. Il y a tellement de rencontres, c'est un peu difficile de les énumérer. On se rencontre dans des couloirs, entre deux portes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut rien dire. Bon, on s'est dit bonjour, on s'est dit quelque chose. C'est à peu près dans ce format-là qu'on s'était rencontré avec Theresa May, et ça n'a pas dépassé ce cadre-là. À mon avis, les relations russo-britanniques sont actuellement dans une impasse, et cela est très difficile pour les deux États. C'est difficile pour nous de sortir de ce cul-de-sac. Et il faut bien comprendre que cela se manifeste sur l'ensemble de l'économie européenne, de l'économie mondiale, etc. Donc il y a des conséquences qui sont directes et des conséquences qui sont, je dirais, secondaires. Donc nous sommes pour... oui, la question c'est, est-ce que nous sommes intéressés? Oui, nous sommes intéressés à restaurer ces relations. Avant tout, il s'agit bien évidemment des relations d'affaires. Nous savons très bien que les Britanniques travaillent chez nous de façon tout à fait active. Des grosses sociétés comme British Petroleum, par exemple. C'est un des plus grands actionnaires de Rosneft, par exemple, et ils le sont toujours. Ils travaillent très bien sur notre marché, mais il n'y a pas que, il y a d'autres sociétés. Et actuellement, à propos du Brexit, si effectivement ce processus va être mené jusqu'au bout, et je comprends l'opposition au Premier ministre, parce que, enfin, c'est à eux de décider, c'est pas à nous, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il y a eu un référendum. Les gens ont exprimé leur volonté, donc il faut respecter la montagne. Ou alors c'est pas un référendum. Donc à ce moment-là, on va refaire un référendum. C'est la démocratie, ça. Ça m'intéresserait de regarder comment ça va. Quelles critiques vont être faites à l'égard de ce processus. Si effectivement ce Brexit fait l'objet d'un nouveau référendum, c'est pas clair. Donc alors à quoi faire un référendum dans ce cas-là? Et quel est le sens de la démocratie directe? Enfin, c'est leur affaire, c'est pas la nôtre. Dans le cas précis, ce qui nous intéresse, on est intéressé dans le partenariat, on est intéressé au niveau des marchés. On n'en a pas parlé avec le Premier ministre, mais on en a parlé avec nos collègues et amis. Ils sont nombreux dans le domaine des affaires en Grande-Bretagne. Et si nous regardons les investissements directs étrangers, et cette année, justement, les investissements directs les plus directs sont justement de Grande-Bretagne. 22 milliards de dollars. Et ensuite, en deuxième place, il y a l'Allemagne et ensuite Singapour. Donc c'est quand même très révélateur. Et tout cela, c'est peut-être un petit peu le rapatriement de nos capitaux, mais malgré tout, il y a quand même un intérêt, et c'est clair. Et ça concerne aussi l'agriculture, il y a un potentiel qui est énorme. Ça concerne les exportations aussi, dans le domaine de l'énergie, dans la production industrielle, et j'espère que le bon sens prévaudra.
La ville de Rязань. S'il vous plaît, vous avez le micro. La chaîne télévisée de Rязань, Monsieur le Président, nous sommes à l'époque de la télévision numérique. Nous abandonnons maintenant la télévision analogue. Comment évaluez-vous l'état de toutes les régions? Est-ce que les régions sont prêtes à accepter la télévision numérique? Est-ce que nous n'allons pas oublier des petites localités? Comment garantir les intérêts des gens qui n'ont pas la possibilité d'acheter un équipement pour avoir une télévision numérique? Bien sûr, une qualité numérique, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec les chaînes télévisées dans les régions? Je crois que les collègues vont soutenir mes propos parce que beaucoup de gens seront licenciés. Nous avons beaucoup de difficultés là-dessus. Je vous soutiens beaucoup. Je vous soutiens aussi et les collègues le savent très bien. Je n'invente rien. Quand on en a parlé dans le passé et quand ils ont insisté fortement pour que nous soutenions ce passage au numérique, j'ai dit mon accord. Je sais que ça améliore la qualité et la quantité des bouquets qui sont proposés. Et je n'oublie pas du tout et je poserai cette question. Est-ce qu'il n'y a pas des petits villages qui vont rester dépourvus d'accès à la télévision? Donc, encore une fois, il s'agit d'avancer pas à pas, pas en allant trop vite. Donc, il y a des expériences qui sont menées, à Tver, par exemple, et ensuite, ce sera le tour de votre région. Donc, évidemment, il y a le gouverneur qui est même allé visiter les localités rurales pour voir à quel point c'était implanté. Donc, évidemment, je comprends qu'il y a cette question ça nécessite aussi un équipement particulier de façon à pouvoir recevoir toutes ces émissions. Il y a encore 2 ou 3 régions qui vont suivre. Il y avait évidemment l'idée de passer, je vous le cache pas, résolument sur l'ensemble du territoire. Non, et c'est pas possible. Ça ne marche pas. On doit donc fonctionner petit à petit, territoire après territoire, de façon à satisfaire l'intérêt des gens qui peuvent pas se permettre même, qui ont même pas l'argent pour acheter les paraboles pour pouvoir capter la télévision numérique. Donc, il faut qu'on voit comment cette pratique va se faire au niveau de chaque territoire.